Monsieur le ministre, messieurs et mesdames les parlementaires, messieurs les représentants des Nations Unies, alors on m'a proposé d'être le modérateur, donc je suis très heureux de faire cette tâche. J'ai beaucoup d'attaches avec la Côte d'Ivoire et beaucoup de projets. Alors, je suis directeur de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne et président du pôle éco-conception, et nous avons un projet de jumelage avec la Cité du Design de Côte d'Ivoire, et donc c'est les questions de mode de consommation et de production qui m'intéressent. Par ailleurs, nous sommes en train de monter avec la francophonie un master sur l'innovation, et on souhaite organiser dans ce cadre-là un séminaire en Côte d'Ivoire, et donc parce que l'innovation est un des éléments clés pour résoudre tous les problèmes qui sont les nôtres. Et enfin, je suis aussi très intéressé par l'ouverture d'un portail sur la construction durable en Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai beaucoup de chantiers, mais je ne suis pas là pour parler de moi, et donc j'ai tout de suite, sans autre forme de procès, commencer tout de suite donc cette réunion et céder aussitôt la parole à Monsieur le ministre, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à qui je cède la parole. Mesdames et Messieurs, les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, représentants du secteur privé, des organisations de la société civile, bien entendu, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je voudrais de prime abord vous remercier au nom de son Excellence le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et de son gouvernement, d'avoir bien voulu faire le déplacement pour participer à ce panel qui nous permettra de parler de la stratégie bas carbone de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, pouvoir faire quelques rappels. Les changements climatiques constituent une menace pour l'ensemble de l'humanité et risque de compromettre tous les efforts de développement des pays africains en particulier. La contribution de l'Afrique aux émissions mondiales de gaz à effet de serre est de moins de 4%. Et pourtant, l'Afrique est le continent le plus exposé aux effets néfastes des changements climatiques du fait de sa vulnérabilité élevée. En effet, l'Afrique est exposée à des sécheresses récurrentes, à des inondations, glissements de terrain, à l'érosion côtière, aux pluies diluviennes de plus en plus intenses et fréquentes, au décalage des saisons et à l'augmentation des températures. Toutes ces manifestations de changement climatique affectent négativement de nombreux secteurs d'activité dans nos pays. Et l'Afrique voit ses efforts de réduction de pauvreté compromis par les impacts des changements climatiques. Mesdames et Messieurs, chers amis, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas épargné par les effets des changements climatiques. La pluviométrie a été particulièrement déficitaire, de 11 à 13% depuis les années 80 par rapport à la moyenne de 1950-1980. Durant les dernières décennies, une hausse de température de 0,8 degrés centigrades a été enregistrée. Les rendements agricoles sont en baisse. La menace de l'érosion côtière est grandissante. Les catastrophes naturelles sont récurrentes. Le flux migratoire s'accentue. La pauvreté rampante gagne chaque jour du terrain. Trouver donc une solution durable aux changements climatiques et à leurs effets permettra de créer les conditions de croissance durable et des emplois décents dans le pays et atténuer ainsi considérablement les flux migratoires illégaux avec son cortège de drames. Mesdames et Messieurs, chers participants, pour ce faire, nous nous sommes engagés sur la voie de la dématérialisation des processus administratifs et surtout de l'efficacité de l'offre des services publics afin de permettre
au secteur privé et à tous les acteurs de jouer pleinement leur rôle de créateurs de richesses et d'emplois dans un environnement des affaires amélioré. Nous avons pris d'importantes mesures pour apaiser les tensions politiques et installer un climat de réconciliation et de cohésion sociale. Oui, la Côte d'Ivoire va bien et les récentes élections présidentielles qui se sont tenues sont la preuve que la stabilité politique est de retour et que nous avons entamé notre trajectoire vers une économie émergente et un développement durable. En 2012, le gouvernement de Côte d'Ivoire a créé le programme national de lutte contre le changement climatique en vue de relever les défis du changement climatique, promouvoir des mesures et stratégies, intégrer l'ensemble des actions pour la construction de la résilience climatique du pays. Une stratégie nationale et un plan d'action couvrant la période 2015-2020 ont été élaborés. La vision de cette stratégie est mettre en place, à l'horizon 2020, un cadre de développement socio-économique durable qui intègre les défis des changements climatiques dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire et qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations et leur résilience. De plus, notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est engagé dans la lutte contre la déforestation à travers le mécanisme RED+, avec pour objectif, à partir de 2017, de stabiliser, voire d'inverser, par la suite, la disparition des forêts et de la biodiversité en reconstituant progressivement le couvert forestier qui doit atteindre 20% du territoire national, tout en assurant l'atteinte des objectifs de réduction de pauvreté. La mise en œuvre d'une politique agricole zéro déforestation avec une forte implication du secteur privé constitue l'une des mesures phares pour y arriver. Ainsi, la Commission nationale de développement durable a élaboré la stratégie nationale de développement durable. La Commission nationale du mécanisme de réduction des gaz à effet de serre liés à la déforestation a été créée et accélère la lutte contre la déforestation. L'autorité nationale désignée de mécanismes propres développe actuellement les possibilités de l'instauration de la taxe carbone et relance les initiatives de projets décarbonés au sein des entreprises. Pour lutter spécifiquement contre la dégradation du littoral côtier, un comité interministériel de lutte contre l'érosion côtière a été mis en place et de même, un programme national de gestion de l'environnement côtier a été créé assorti d'une stratégie nationale et d'un plan d'action. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a pris également, depuis de nombreuses années, plusieurs mesures institutionnelles pour justement favoriser l'émergence et favoriser notre route vers le développement durable. Nous pouvons citer notamment le Code de l'environnement de 1996, qui a été renforcé par la prise de plusieurs textes, notamment la loi d'orientation sur le développement durable, atteste de l'engagement de la Côte d'Ivoire vers une économie verte. D'autres lois, telles que le Code minier, le Code de l'électricité, la loi d'orientation agricole, le Code forestier, mettent l'accent sur les exigences de protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la COP 21, à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a élaboré sa contribution prévue déterminée au niveau national et l'ambition de notre pays est de réduire l'empreinte carbone de son développement de 28% d'ici à 2030. Pour tenir son engagement, la stratégie bas carbone de la Côte d'Ivoire envisage des actions prioritaires dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des déchets, sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. Et justement, c'est l'objet de ce panel. Tous ces thèmes seront abordés tout à l'heure par les spécialistes en matière. Au moment donc où s'ouvre la 21e COP, la Côte d'Ivoire juge donc opportun de présenter à ses partenaires les efforts accomplis au niveau national, mais aussi à l'échelle sectorielle. Elle sollicite la mobilisation des partenaires pour l'opérationnalisation de sa stratégie bas carbone à travers l'accompagnement dans la recherche de financement, le transfert et le développement des technologies, ainsi que le renforcement des capacités. La Côte d'Ivoire a besoin de l'appui des partenaires techniques et financiers pour opérationnaliser les indices. Et l'accompagnement se traduira en termes de mobilisation des financements, de renforcement des capacités et de transfert et de développement de technologies. Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos,
je voudrais encore une fois souligner que l'Afrique attend des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre une contribution forte au financement d'un plan vert national soutenant des efforts des pays les plus vulnérables au changement climatique et les moins émetteurs de gaz à effet de serre à devenir résilients et capables d'assurer leur croissance économique dans l'optique de l'atteinte des objectifs de développement durable. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'être l'exemple d'un développement durable qui allie la vision de l'émergence économique avec la mise en œuvre de sa stratégie bas carbone. Le pays a donc besoin de l'implication de toutes les parties prenantes nationales, mais aussi de l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale, en particulier les partenaires au développement. Je voudrais encore une fois, avant de clore mon propos, remercier chacun et chacune pour votre mobilisation exceptionnelle, malgré vos agendas très chargés durant cette COP, à consacrer de votre temps à cet événement. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à notre pays. Je voudrais encore une fois remercier tous les partenaires du système des Nations Unies, l'Union européenne, la Banque mondiale, la BAD et tous nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant à la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Me féliciter particulièrement de notre partenariat exceptionnel avec le PNUD, qui a abouti, entre autres, à l'ouvrage que vous voyez exposé, Développement durable et émergent de l'Afrique. Je voudrais donc qu'on fasse un banc au PNUD qui nous a véritablement aidés. C'est donc sur ces mots que je déclare ouvert le panel de haut niveau de la Côte d'Ivoire à la 21e conférence des partis sur le climat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc Rémi Alla-Quadio nous a tracé un panorama étendu de l'impact des changements climatiques sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique et tous les éléments de la stratégie bas carbone vers une économie émergente, puisque c'est l'objectif de votre pays. Alors nous allons maintenant passer à la voix des Nations Unies et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Babacar Cissé, qui est coordonnateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Monsieur Cissé, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Monsieur le gouverneur, Messieurs les maires, Mesdames les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le ministre vient de camper le contexte dans lequel se situe donc cette réunion, mais également les enjeux des changements climatiques en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Je reviendrai donc sur certains des aspects qu'il a évoqués tout à l'heure. Mais laissez-moi commencer par dire que je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de présentation à la fois des résultats de l'INDC de la Côte d'Ivoire et de l'ouvrage sur le développement durable et l'émergence en Afrique, qui a été publié conjointement par le gouvernement ivoirien et le PNUD. Ces deux documents de référence, présentés donc à la 20e conférence des partis, consacrent l'engagement de la Côte d'Ivoire, mais également plus largement de l'Afrique, en faveur du développement durable et de l'adaptation au changement climatique. L'institution que je représente s'est engagée à accompagner le gouvernement ivoirien dans la formulation de sa stratégie nationale en faveur de l'INDC, mais aussi dans l'action de plaidoyer et de promotion de partenariats pour une réponse appropriée en faveur de l'adaptation au changement climatique. Nous nous sommes également engagés à promouvoir les efforts du gouvernement, mais également des autres nations nationales, en matière de mobilisation de ressources pour la lutte contre les effets des changements climatiques en Côte d'Ivoire. À cet égard, permettez-moi de saluer la collaboration remarquable qui a présidé donc à la préparation de ces deux contributions essentielles au dialogue de politique, à l'enrichissement des stratégies nationales de développement et à la promotion des partenariats exemplaires.
En effet, le gouvernement ivoirien présente aujourd'hui une stratégie bas carbone de qualité ainsi qu'une publication de référence en vue de partager les expériences pratiques de la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays africains, sur plusieurs thématiques, notamment l'agriculture durable, la gestion durable des forêts et des terres, des ressources en eau, l'énergie propre, l'exploitation minière responsable, le transport durable, les emplois verts et la gestion des déchets, pour ne citer que cela. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays leaders de l'économie verte en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'il est le premier porteur de projet du mécanisme de développement propre, MDP Kyoto, de l'espace UEMOA. Ces opérateurs économiques sont également engagés dans le développement durable, de même que la société civile ivoirienne, ici représentée donc dans le cadre de la COP 21. Le ministre a évoqué tout à l'heure donc le cadre législatif qui s'est beaucoup étoffé pour prendre en considération les défis de l'adaptation au changement climatique, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le continent africain a souscrit sans équivoque à la réalisation des objectifs du développement durable, ODD, à l'horizon 2030. Notre continent enregistre depuis plus d'une décennie une croissance économique forte de l'ordre de 5%, affichant ainsi l'une des performances les plus élevées au plan mondial, rendant ainsi le continent plus attractif à de nombreux investisseurs. Il est également vrai que l'Afrique dispose d'une fenêtre d'opportunité unique pour accélérer sa marche vers l'émergence. Ses potentialités sont exceptionnelles, tant sur le plan humain, puisqu'elle est aujourd'hui peuplée de plus d'1 milliard d'habitants, que sur le plan agricole, minier ou énergétique. Toutefois, ces ambitions de développement ne pourront se réaliser sans prendre en compte les défis de développement humain durable et ceux de l'adaptation au changement climatique. En effet, les écosystèmes africains ont été durablement affectés par la pression démographique, qui est en moyenne de l'ordre de 2,6%. Certains pays ayant même dépassé le taux de 3%. Le taux de déforestation de l'Afrique subsaharienne a continué de croître de façon exponentielle, la perte annuelle nette de forêts ayant atteint 3,4 millions d'hectares au cours de la dernière décennie. La dégradation des sols et la désertification ont contribué également de progresser ces dernières années, affectant de ce fait la sécurité alimentaire et la productivité du monde rural. De même, la perte en biodiversité s'est accélérée, le nombre des espèces animales et végétales s'étant réduit de l'ordre de 30% au cours des 15 dernières années. Près de 75% des réserves marines de poissons sont épuisées en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. En outre, le continent doit faire face à des désastres environnementaux et des risques de catastrophes naturelles dont l'échelle et l'intensité sont accrues ces dernières années. D'après les estimations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, le coût économique du changement climatique en Afrique représenterait actuellement entre 1,5 et 3% du produit intérieur brut annuel du continent et pourrait même atteindre 5% à l'horizon 2030. Comme on le sait, l'Afrique, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, est l'un des continents les moins responsables du dérèglement climatique. Mais malheureusement, il est parmi les plus vulnérables et les moins bien préparés pour faire face aux effets douloureusement ressentis par ces communautés. Cette injustice climatique envers les pays les plus démunis doit être réparée, comme l'a rappelé récemment le président du Gabon. Alors que le cheminement vers l'émergence est engagé de manière inéluctable, le continent doit conduire sa destinée sur des chemins privilégiant à la fois une croissance inclusive, génératrice de revenus, peu émettrice de gaz à effet de serre. En effet, cette croissance doit être soutenue, durable, transformatrice des modes de production et bénéfique au plus grand nombre. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs,
Les pays africains réussiront leur ambition légitime de développement s'ils s'attachent à promouvoir l'émergence verte fondée sur la transformation des secteurs productifs ainsi que des chaînes de valeur, mais aussi la valorisation des écosystèmes, la promotion des technologies propres et l'amélioration de la productivité des ressources. Nous devons également nous attacher à promouvoir le capital socio-institutionnel dont regorge notre continent en valorisant la dimension sociale du développement humain sans omettre de saisir les opportunités du dividende démographique, les potentialités des emplois verts et les orientations nouvelles en matière de gouvernance environnementale. Les initiatives partenariales doivent également constituer une priorité, notamment pour le secteur privé, pour assurer une insertion durable des économies africaines dans les chaînes de valeur mondiales. Les entreprises implantées en Côte d'Ivoire sont de plus en plus mobilisées et sont aujourd'hui bien représentées grâce à leur engagement responsable et leur contribution aux évaluations et audits environnementaux. La société civile également s'efforce de porter l'attention nécessaire et le plaidoyer pour un accès rationnel aux ressources et une considération de leur gouvernance environnementale au niveau global comme au niveau local. Excellences, Mesdames et Messieurs, il nous faudra faire preuve d'audace, de créativité, en forgeant des partenariats stratégiques pour l'énergie, l'accès à l'eau, l'assainissement ou la gestion des déchets, et ce, en mobilisant des ressources issues tant du secteur privé que du secteur public. L'Afrique dispose désormais des moyens de financer son développement. Outre une épargne interne qui trouve désormais à s'investir localement, les financements africains se sont développés et même professionnalisés avec l'apparition de véritables réseaux bancaires, l'afflux de fonds d'investissement souverains et privés. À cet égard, la lutte contre le changement climatique devrait tirer parti de la réflexion plus générale sur l'efficacité de l'aide et le partenariat mondial au moment où se met en place le Fonds vert pour le climat, dont la dotation aurait atteint, selon l'OCDE, près de 75 milliards de dollars en fin 2015. L'objectif affiché étant bien entendu de 100 milliards par an d'ici 2020. Pour ceux qui étaient donc à la conférence de Copenhague en 2009, vous noterez donc qu'il y a une avancée considérable en la matière, parce que comme vous le savez, Copenhague avait été un échec, parce que tout simplement, il n'y avait pas eu de consensus sur la question du financement. Nous osons espérer que tel ne sera pas le cas dans le cadre de la COP21 et qu'un accord sera trouvé, ainsi que les financements escomptés, notamment pour les pays qui sont les plus victimes des effets des changements climatiques. Il est évident que la mobilisation donc des fonds privés ne suffira pas naturellement pour financer les effets des changements climatiques. Il nous faudra donc créer des conditions pour rendre cette mobilisation possible en combinant divers instruments financiers avec des modes de partenariat innovants. Ceux-ci permettront de concilier les intérêts privés et la production des biens publics locaux et globaux. Je me permets à cet égard de rappeler que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, figure parmi les 7 premières entités accréditées depuis le mois de mai 2015 en tant qu'agent d'exécution du Fonds vert pour le climat. Par conséquent, nous souhaitons réitérer notre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans son ambitieuse stratégie de croissance et de développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons les moyens de limiter le changement climatique et de construire un avenir meilleur, comme le rappelait récemment le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Pour cela, il nous faut anticiper, prévenir, construire sur la durabilité, tout en veillant à respecter les engagements mutuels conjoints auxquels nous avons souscrit, ou tout au moins auxquels nous souscrirons dans le cadre de la COP21. Je vous remercie de votre attention.
Très bien, écoutez, je vous remercie donc Monsieur Babacar Cissé, qui nous a fait vraiment un panorama assez préoccupant tout de même donc des problèmes environnementaux et de la vulnérabilité de la Côte d'Ivoire, mais en même temps toutes les pistes de progrès et dans le domaine donc du secteur productif, de la chaîne de la valeur, la productivité des ressources, enfin toutes les pistes qui sont celles concrètes qui permettront de relever les défis. Et aussi un enjeu qui est l'intégration dans les nouveaux dispositifs de financement qui vont se mettre en place. Donc là, on a un certain nombre d'enjeux. Bon, ces questions seront approfondies avec des interventions précises. Mais avant de passer à cette partie plus thématique, je vous propose de regarder le film institutionnel de cette COP21. L'État de Côte d'Ivoire crée le premier ministère en charge de l'environnement en 1981. En 1996, un code de l'environnement est adopté. À ce jour, toutes les conventions et accords multilatéraux en matière d'environnement sont ratifiés par la Côte d'Ivoire. L'Agence nationale de l'environnement, le guichet unique des évaluations environnementales et le Centre ivoirien anti-pollution en charge du contrôle et de la surveillance des matrices environnementales sont créés. La gouvernance environnementale devient alors un enjeu crucial pour concilier la croissance économique et la protection de l'environnement. Ainsi, depuis 2011, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif institutionnel et réglementaire dans le domaine de l'environnement et du développement. Une direction générale du développement durable a été créée. Un programme national de lutte contre les changements climatiques est rendu opérationnel. Une stratégie nationale suivie d'un plan d'action pour la période 2015-2020 a été élaborée. L'Assemblée nationale a adopté la loi d'orientation sur le développement durable. La révision des codes de l'électricité, miniers, de l'eau, de la forêt prennent en compte les exigences de protection de l'environnement. Des comités de développement durable ont été installés au sein des administrations publiques. Les entreprises s'engagent dans la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des organisations. Les collectivités territoriales se mobilisent pour l'élaboration de leur stratégie de développement durable. En prélude à la 21e conférence des parties sur le climat qui se tient du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, la Côte d'Ivoire transmet au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ses contributions prévues déterminées au niveau national. À travers ces contributions, la Côte d'Ivoire s'engage, d'ici 2030, à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre. En Côte d'Ivoire, les variations climatiques sont de plus en plus perceptibles dans tous les secteurs d'activité. De plus en plus, on assiste à de graves inondations qui causent des dégâts aussi bien matériels qu'humains. La biodiversité est menacée et l'on enregistre la perte d'environ 200 000 hectares de forêt par an. Pour lutter contre les impacts des changements climatiques, des actions d'atténuation et d'adaptation sont envisagées pour construire la résilience climatique de la Côte d'Ivoire. Au niveau du secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire couvre totalement ses besoins en énergie et est même exportatrice nette pour la sous-région. Depuis 2011, l'augmentation des capacités des centrales thermiques existantes et le développement de leur cycle combiné Azito-Cyprel. Le développement en cours des nouvelles centrales thermiques Abata, Songon et Grand Bassam. Le lancement de plusieurs projets hydroélectriques dans le barrage de Soubré en cours de construction. Un accent particulier sera mis sur le développement de l'énergie solaire, de la petite hydroélectricité, la transformation de la biomasse en énergie. Le nouveau code de l'électricité encourage la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique sera portée à 20% en 2030. Au niveau du secteur de l'agriculture, à travers le mécanisme de réduction des gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts, la Côte d'Ivoire a opté pour une trajectoire de développement agricole qui se dissocie de la déforestation. C'est l'agriculture zéro déforestation.
L'État veille à une meilleure application de la loi forestière et foncière. Le nouveau code forestier concède la propriété de l'arbre aux propriétaires de la parcelle, encourageant ici les paysans à entretenir les forêts et même à reboiser. L'adhésion de la Côte d'Ivoire au plan d'investissement forestier constitue un atout majeur pour la reconstitution du couvert forestier au moins de 20% d'ici 2020. La mise en œuvre du plan national d'investissement agricole prend de plus en plus en compte la problématique environnementale et évolue vers une agriculture intelligente. Le Centre national de recherche agronomique CNRA, doté de chercheurs de qualité, développe de nouveaux matériels végétaux, propose de nouvelles pratiques culturelles et soutient la promotion de l'agriculture durable. Au niveau du secteur des transports, les réseaux de transport en commun sont privilégiés et en cours d'amélioration. Les études pour la construction du train urbain sont en cours. Le parc automobile est en cours de renouvellement. De nouvelles réformes d'émissions de polluants climatiques sont en étude. Au niveau du secteur des déchets, la Côte d'Ivoire envisage de transformer les déchets ménagers, agricoles et forestiers à partir de systèmes de valorisation efficients afin de les transformer en énergie ou sous forme de compost ou encore recycler en produits marchands dans l'économie. L'élimination des déchets devra se faire dans les décharges contrôlées. La promotion du concept d'éco-conception des produits est en marche. Un programme de gestion intégrée des déchets existe. Un projet de réhabilitation de la décharge d'Aquedo est en cours. La lutte contre l'érosion côtière est engagée pour protéger les infrastructures, en particulier les ports d'Abidjan et de San Pedro et les activités socio-économiques, notamment la pêche, le tourisme et l'hôtellerie. La participation de la Côte d'Ivoire à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris est l'occasion de présenter les engagements, les stratégies et les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire portera haut l'image d'une Afrique volontairement engagée sur les chemins de l'émergence et du développement durable. La COP21 est une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'affiner sa stratégie de financement pour la mise en œuvre de ses contributions prévues, déterminées au plan national, à travers le dispositif du Fonds vert pour le climat et le partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire va confiante à la COP21 pour amorcer son émergence à l'horizon 2020 à travers son développement durable. Très bien. Donc nous allons, sans plus tarder, commencer la première intervention plus focalisée, thématique. Et la première sera celle donc de Monsieur Sabati Cissé, qui est directeur général de l'énergie au ministère du pétrole et de l'énergie. Évidemment, il va nous parler d'énergie. Je vous cède la parole. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais donc vous présenter le thème transition énergétique de la Côte d'Ivoire à travers 4 points. Je commencerai par vous présenter le contexte et la justification. Ensuite, j'aborderai donc les objectifs. En point 3, ce sera les orientations et les mesures incitatives. Je vous parlerai de quelques projets avant de conclure donc mon propos. En termes de contexte et de justification, alors nous sommes déphasés. Qui pilote les diapos, s'il vous plaît? C'est celui-là. D'accord. Bien, donc, au niveau donc, du contexte, sachez que la situation actuelle énergétique de la Côte d'Ivoire se résume comme suit. La production moyenne en hydrocarbures est de 82 500 barils équivalent pétrole par jour, dont 225 millions de pieds cubes jour de gaz naturel. Au niveau électricité, nous avons terminé l'année 2014 avec 8200 gigawattheures d'énergie produite.
avec une forte proportion d'énergie à base thermique, comme vous pouvez le constater, 70%. À partir de cela, on note que la volonté donc, de l'État, c'est une politique énergétique qui prend en compte les carburants propres, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Au niveau des objectifs, le secteur de l'électricité, donc de l'énergie, a pour objectif de répondre aux besoins en énergie au plan national, au plan sous-régional, par la fourniture d'une énergie durable, abondante, fiable et à moindre coût. La politique énergétique donc, qui a été bâtie donc, pour atteindre cet objectif repose sur 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est d'assurer la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Le second axe, c'est d'assurer l'accès à l'énergie pour tous. Le quatrième fait la prise en compte des préoccupations environnementales et au niveau de notre politique énergétique. Et enfin, nous voulons être un pôle énergétique au niveau régional. De façon spécifique, au niveau du secteur donc, de l'électricité, vous noterez qu'à travers le tableau donc, que vous avez, que notre mix énergétique est varié. Et la Côte d'Ivoire donc, envisage une part des énergies renouvelables, y compris la grande hydroélectricité, de 34% en 2020 et de 42% à l'horizon 2030. Et nous aurons donc un mix énergétique qui aura en énergie renouvelable 42%. Donc nous rentrons véritablement dans notre phase de transition énergétique. Au niveau du secteur pétrolier, nous prévoyons donc une production de pétrole brut et de gaz naturel d'au moins 100 000 barils équivalents pétrole par jour d'ici 2020, 4 000 kilotonnes métriques de produits pétroliers et nous ne voulons pas faire de torchage de gaz comme cela se fait donc dans certains pays voisins. Pour les orientations et mesures incitatives, les orientations générales donc, se résument donc en 4 points. Et nous voulons passer à un système énergétique plus sûr en termes de risques industriels. Nous voulons évoluer vers une consommation d'énergie plus efficace et plus maîtrisée. Nous voulons réduire les tensions géopolitiques induites par les inégalités d'accès à l'énergie et par une moindre disponibilité des énergies par personne. Et nous voulons assurer la protection donc, du climat et la santé publique. Au niveau des mesures incitatives, nous avons donc 3 textes dont parlait tout à l'heure le film institutionnel. Il y a le Code pétrolier, donc, qui a été donc, revu en 2012 et qui précise que l'exploitation et la gestion des ressources pétrolières doivent se faire de façon transparente et doivent prendre en compte la protection de l'environnement ainsi que la préservation des intérêts des générations futures. La loi de 85 pour le code de l'électricité, la loi de 85 a été revue et nous avons donc fait le code de l'électricité. Ce code de l'électricité introduit de façon franche la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Et il introduit également la notion de l'efficacité énergétique. Enfin, le 3e texte, c'est donc notre code des investissements qui est disponible, donc qui prévoit des mesures fiscales avantageuses donc pour les opérateurs qui souhaitent donc investir en Côte d'Ivoire. Je voudrais à présent vous citer quelques projets. Au niveau du secteur pétrolier, on peut noter la vulgarisation de la butanisation domestique par l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, communément appelé GPL, qui a été mise en place depuis 1993, mais renforcée depuis 2012. Ensuite,
Il y a le transport massif des produits pétroliers par pipeline du sud jusqu'au nord du pays pour desservir donc les pays voisins que sont le Burkina et le Mali. Et ensuite, nous avons la production de carburant propre. Au niveau du secteur de l'électricité, s'il vous plaît, diapo. Au niveau du secteur de l'électricité, je voudrais vous indiquer que nous avons établi notre plan directeur de production et transport d'électricité. Et ce plan directeur donc, prévoit la construction de plusieurs ouvrages de production avec les différentes dates d'arrivée. Au niveau donc, de l'hydroélectricité, c'est environ une dizaine de barrages donc, contient notre plan directeur, dont le premier barrage c'est celui de Soubré. Vous avez vu certainement quelques images. Le barrage de Soubré donc, est prévu, le premier kilowattheure est prévu pour la fin de 2016, début 2017. C'est un barrage de 275 MW. Après le barrage de Soubré, d'autres barrages, comme vous pouvez le lire, donc, sont en cours, donc, soit de discussion, de négociation, donc, pour les modalités de mise en œuvre. Nous continuons sur la production thermique, mais cette fois-ci, nous mettons un accent particulier sur les cycles combinés. Je vous informe que le premier cycle combiné donc, a vu le jour au mois de juin dernier. C'est celui donc, de la centrale d'Azito avec 140 MW. Et dès le mois prochain, le second cycle combiné arrive avec 111 MW et ce sera la centrale de Cyprel. Deux centrales sont prévues, mais désormais, les centrales thermiques, nous les construisons avec la technologie cycle combiné. Alors, les autres projets, ce sont des projets énergie renouvelable. Je m'excuse, il faut que j'en parle puisque c'est de ça qu'il est question. Notre ambition, c'est de faire d'ici 2030 un peu plus de 1000 mégawatts d'énergie renouvelable selon les trois sources donc, que sont le solaire, la biomasse et puis la petite hydroélectricité. En conclusion donc, je voudrais donc dire que nous marchons vers un mix énergétique qui respecte les principes fondamentaux de la planification. Je voudrais indiquer la volonté de la Côte d'Ivoire d'accélérer sa transition énergétique et tout cela nécessite donc des subventions et appui donc des partenaires et organismes internationaux. Je vous remercie. Très bien. Je vous remercie. J'étais obligé un peu de vous presser. Je demanderai aux intervenants qui suivent de tenir bien leurs 7 minutes si on veut avoir le temps d'échange avec la salle. Donc, je vais tout de suite donner la parole maintenant à M. Kofi Rodriguez Nguessan, donc pour le ministère de l'Agriculture. Il est responsable de la maîtrise, directeur de la maîtrise de l'eau et de la modernisation des exploitations. Donc, c'est la direction qui est en charge de l'environnement dans l'agriculture. Et le thème de son intervention, agriculture zéro déforestation. Je vous laisse la parole. Ok, merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs distingués invités, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir vous communiquer l'interprétation ivoirienne du concept d'agriculture zéro déforestation à travers le thème agriculture zéro déforestation, solution pour l'agriculture durable. Donc ce concept au niveau national a été développé dans un certain nombre de contextes. Dans un contexte de baisse du couvert forestier, selon les statistiques, au lendemain de l'indépendance, nous étions à environ 16 millions d'hectares et aujourd'hui, nous avons moins de 3 millions d'hectares. Les causes de dégradation de la forêt sont connues et au nombre de ces causes-là, nous avons l'agriculture dans certaines caractéristiques en termes de force. C'est une agriculture qui est productive, diversifiée et l'agriculture en Côte d'Ivoire est le principal secteur
qui emploie le plus d'actifs. Environ 2/3 de la population active et c'est plus de 22% de notre PIB. Malheureusement, cette agriculture a quelques faiblesses. Elle est très peu moderne, elle est itinérante et nos agriculteurs, la grande majorité, ont un recours au brûlis, ce qui cause des dégâts à notre forêt. Selon les projections, si nous continuons à déforester à ce rythme, d'ici 2030, nous ne pourrons plus pratiquer un certain nombre de cultures sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture s'est pleinement engagé dans la mise en œuvre du concept d'agriculture zéro déforestation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce concept-là se caractérise? Pour nous, Ivoiriens, nous entendons par agriculture zéro déforestation une agriculture qui préserve les aires protégées, une agriculture qui, qui permet aux producteurs d'être résilients au changement climatique. C'est une agriculture qui doit respecter les droits des communautés locales et permettre le couvert forestier. Mais nous n'oublions pas aussi l'objectif de productivité. Donc c'est une agriculture qui doit continuer à être productive tout en étant pratiquée dans le domaine foncier rural. Ça, c'est vraiment un aspect important. Dans l'objectif de stopper la déforestation, de contribuer à la restauration du couvert forestier, mais aussi d'améliorer les revenus des producteurs. En termes d'action majeure, pour comprendre un peu le contexte, l'environnement dans lequel ce concept sera développé, au niveau du secteur agricole, nous avons notre boussole qui est le plan national d'investissement agricole, qui est le cadre de mise en œuvre de toutes nos actions. Et certaines actions, en termes de cadre institutionnel et réglementaire, ont été ici rappelées, donc je vais passer rapidement pour gagner du temps. Mais ce que nous faisons actuellement, il y a la politique de sécurisation foncière qui est présentement mise en œuvre, mais à côté de cela, il y a aussi tout l'appui que nous apportons pour apporter du matériel de qualité aux producteurs à travers le financement de la recherche, mais aussi des subventions pour que les producteurs puissent avoir un certain nombre d'intrants en termes de fertilisants, mais aussi de matériel végétal de qualité. Il y a aussi la politique de construction et de réhabilitation des ouvrages. Le ministère de l'Agriculture encourage l'exploitation des milieux naturels tels que les bas-fonds. Et puis, le conseil agricole est également renforcé, qui participe à la sensibilisation des producteurs sur le phénomène des changements climatiques, à l'information, mais aussi à la diffusion de nouvelles techniques en termes de bonnes pratiques agricoles. Et puis, nous avons aussi cet accompagnement du secteur privé qui a beaucoup milité pour la normalisation d'un certain nombre de pratiques dans le secteur agricole. Ce qui est présentement en cours, nous sommes en train d'intégrer les ODD qui ont récemment été adoptés au niveau national et nous sommes en négociation avec plusieurs partenaires pour l'instauration d'un système d'assurance indicielle ou assurance paramétrique afin de protéger l'agriculteur. Il y a aussi spécifiquement au secteur agricole, après l'adoption du plan national sur les changements climatiques, la déclinaison d'une stratégie nationale pour le secteur agricole. Et sur environ la soixantaine de projets mis en œuvre présentement, nous avons identifié environ une dizaine dont les principaux sont présentés qui adressent la problématique des changements climatiques. En ce qui concerne le concept d'agriculture zéro déforestation, nous espérons le mettre en œuvre à travers 7 axes. Le premier concerne une redéfinition d'une politique pour la préservation des aires protégées et des forêts classées. Nous allons aussi améliorer l'aménagement du territoire et puis procéder à la définition d'un système de traçabilité pour pouvoir voir comment évoluent les choses, aussi bien au niveau des pratiques agricoles que aussi des superficies gagnées à travers la politique de zéro déforestation. Et il y a aussi cette ambition de mettre en place un fonds d'investissement dans le secteur agricole pour pouvoir financer des services comme le paiement des services environnementaux. Et bien entendu, la promotion des produits issus de l'agriculture zéro déforestation pour récompenser
tous ceux qui font des efforts en la matière. En termes de perspective, déjà, nous avons signé des partenariats avec des filières pour la mise en œuvre de cette politique. Et dès 2016, il y aura 2 projets, un projet dans le centre-est et un autre projet dans le sud-ouest pour l'implémentation de l'agriculture zéro déforestation. Je veux terminer sur ces 2 dernières dispositifs pour dire que c'est un concept qui fait son bout de chemin. Nous espérons que d'autres filières vont nous rejoindre, des filières comme le secteur vivrier. C'est une politique qui bénéficie d'un engagement au plus haut niveau. Le chef de l'État lui-même porte la politique et nous espérons que d'autres partenaires, d'autres acteurs aussi bien nationaux qu'au niveau international vont nous rejoindre dans la mise en œuvre de cette politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir l'intervention donc du docteur Eugène Ouellet Aka, qui interviendra comme 2e vice-président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Monsieur Aka est bien connu, il a été ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire, président du Conseil général d'Aboisseau et actuellement il est président du Conseil régional Sud-Comoé. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Monsieur les partenaires du système des Nations Unies, chers collègues élus, bref, chers amis panélistes, distingués invités. La COP21, c'est aussi le lieu où des dirigeants des pays du monde entier exposent en toute responsabilité leur stratégie de lutte contre le changement climatique et prennent naturellement des engagements dans le cadre de la lutte qu'ils envisagent. Il est donc conséquemment normal que les acteurs locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales, à qui les pouvoirs centraux ont transféré partie de leurs compétences, s'inscrivent dans le choix stratégique central et planifient à leur tour localement cette lutte et prennent des engagements conséquents. D'où le sous-thème 5, planification locale de la lutte contre le changement climatique. Quels engagements des collectivités locales, sous-thème qu'il m'a été demandé de présenter en ma qualité de vice-président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, et ce, en l'absence du Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, son président. Planification locale donc de la lutte contre le changement climatique. Quels engagements des collectivités locales? Mesdames et messieurs, situons rapidement le contexte et la justification. On l'a dit, les changements climatiques constituent un problème complexe avec des conséquences sur le développement économique, le bien-être des populations, la gestion des ressources humaines, toutes choses qui entrent dans la mission du gouvernement local conformément à la mission à lui confiée. Les pays africains, on l'a dit, ne produisent que moins de 3% du gaz à effet de serre, gaz responsable du réchauffement de notre planète, mais cependant sont les plus exposés à l'impact des changements climatiques, entre autres la déforestation, ça a été dit, la dégradation des terres, l'érosion côtière, les inondations, les sécheresses. Les secteurs les plus vulnérables identifiés sont l'agriculture, l'alimentation et l'eau. Les collectivités territoriales, acteurs centrales dans le développement, ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre les changements climatiques de par les compétences à elles dévolues. Malheureusement, comme tous les acteurs non étatiques, les collectivités ne participent pas aux négociations de la COP. Or, dans les pays en développement comme en Afrique, les collectivités sont particulièrement concernées par les secteurs prioritaires identifiés, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, l'eau, l'électricité. C'est la raison pour laquelle de nombreuses collectivités se sont engagées pour un développement durable et c'est dans ce sens que les villes et régions africaines se sont retrouvées au sommet de Yamoussoukro les 24 et 25 juin 2015. Quel était leur objectif?
Il s'agissait de montrer le rôle prépondérant des collectivités territoriales, notamment de présenter les engagements pris dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il s'agissait de faire noter en quoi ces engagements pourraient contribuer à une meilleure planification de la lutte contre les changements climatiques. Il s'agissait également de démontrer quelques actions majeures réalisées par les collectivités territoriales. Et il y en a 7, nous allons vous les citer tout à l'heure. En raison de leur proximité avec les populations, les élus locaux ont un rôle pédagogique et catalyseur indéniable pour créer une confiance globale et locale pour mobiliser tous les acteurs autour de leur initiative. L'action des collectivités territoriales renforce donc ainsi la participation et l'inclusivité. Intégrant les principes de complémentarité et de subsidiarité, les collectivités territoriales disposent de compétences souvent centrées autour des fonctions de planification, du développement, d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles et, je dirais même, de correction des disparités. Dès lors, ces collectivités constituent des acteurs de développement clés pour l'action publique au niveau local parce qu'elles font du développement de proximité. Pour optimiser ce cadre d'intervention, il convient donc de mobiliser au profit des collectivités des moyens conséquents, notamment des ressources financières suffisantes, car là se trouve leur handicap, leur permettant ainsi de jouer leur rôle et d'assumer pleinement leurs responsabilités. Le sommet de Yamoussoukro, initié par l'ARDCI, l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'UVICOSI, et porté par le Conseil de comité territorial de l'UEMOA, le R20, le FMDV et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a été l'occasion de bâtir la position unique des collectivités africaines face au changement climatique. La déclaration commune issue de Yamoussoukro, je m'en vais vous donc présenter cette déclaration, se comporte 7 engagements des élus africains face au changement climatique. Premier engagement, mettre en œuvre une bonne gouvernance environnementale. Deuxième engagement, encourager la création d'un mix énergétique propre, incluant l'efficacité énergétique. Troisièmement, développer une agriculture résiliente pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Quatrièmement, gérer durablement nos ressources naturelles. Cinquièmement, construire des villes durables. Sixièmement, développer les NTIC au service de l'environnement. Septièmement, favoriser la mise en place d'un cadre financier à disposition des projets climatiques. Quelles sont les actions en cours de réalisation? Deux engagements majeurs. Mettre en place une plateforme africaine des collectivités. Deuxièmement, créer un fonds climat et territoire d'Afrique. À Yamoussoukro, donc, le fait que l'Afrique ne soit responsable que de 3% d'émissions de gaz à effet de serre n'a pas empêché aux collectivités d'afficher clairement leur détermination à agir avec les moyens à leur disposition. Mais nous avons besoin d'aide pour étendre nos actions et ce ne sera que justice. Des initiatives et partenariats seront donc multipliés dans ce sens. Et pour prendre le cas spécifique de l'ARDCI, c'est-à-dire de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, on peut donc citer déjà que c'est grâce à l'ARDCI qu'il y a eu donc ce sommet de Yamoussoukro pour faire la promotion du développement durable et la création d'emplois verts et également s'inscrit parfaitement dans la vision de Yamoussoukro. Alors, je m'en vais conclure à votre demande. La conclusion, le sommet de Yamoussoukro dénote donc de la volonté des collectivités territoriales africaines d'être de véritables leaders du changement. Nous voulons que la COP21 soit l'étape qui va entériner l'implication effective de tous les acteurs étatiques et non étatiques, et plus particulièrement des collectivités territoriales. Nous attendons des États des décisions ambitieuses et un accord contraignant qui limite le réchauffement à moins de 2 degrés, en perspective une limitation à 1,5 degré, prenant en compte donc le principe de responsabilité commune mais différenciée. L'accord 21 doit être donc le début d'une prise en compte sérieuse, réaliste et concrète de la lutte contre les changements climatiques, car le climat de demain dépendra de la température que nous aurons décidée aujourd'hui. Je vous remercie. Je suis obligé de jouer ce rôle.
de serre-fil, comme on dit. Très bien. Alors c'est encore pire pour la suite, puisque sur la partie finance, nous allons avoir 2 intervenants. Je leur demande de 2 minutes chacun. C'est vraiment très court, de 3 minutes grand maximum. Alors, je vais commencer donc par donner la parole à Monsieur donc Aliou Dia, donc qui représente le PNUD et qui va donc nous parler de la vision donc du PNUD sur ces questions de finance. 3 minutes maxi. Merci, monsieur le modérateur. Je vais aller très vite. Je vais essayer d'aller vite. Mesdames et messieurs, vous savez que le problème du financement du climat reste le plus grand problème aujourd'hui à résoudre. Et nous pensons que cet accord de Paris va effectivement essayer de régler ce problème de financement du climat, notamment les questions d'adaptation et autres. C'est une position clé de négociation du groupe africain. Je pense que ça, vous le savez déjà. C'est une position clé du groupe africain pour les négociations et nous pensons que cette question va être résolue. En tout cas, le PNUD, comme l'a si bien dit le coordonnateur résident, donc nous essayons d'appuyer les pays partenaires, notamment la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, à mobiliser davantage de ressources pour les changements climatiques. Je vais simplement vous dire, comme vous le savez déjà, le PNUD est présent dans 140 pays et nous avons le plus grand programme changement climatique au sein du système des Nations Unies. Et ça, c'est très important. Pour ces dernières années, depuis 2008, notre programme changement climatique est estimé autour de 1,2 milliard de dollars dans 140 pays. Et en Afrique, depuis 2008, nous avons investi 611 millions de dollars pour appuyer les pays africains donc à s'adapter au changement climatique, mais nous appuyons aussi également les projets d'atténuation et éventuellement aussi les projets RED que vous connaissez bien. Donc c'est des projets qui existent déjà en Côte d'Ivoire. Donc nos projets d'adaptation sont souvent sur le renforcement de la résilience des communautés. Comme on le sait très bien, l'adaptation, ça commence déjà au niveau des communautés. Donc nous contribuons aussi et nous appuyons beaucoup le renforcement des cadres institutionnels, aussi bien pour les changements climatiques, mais aussi pour la réduction des risques. Donc vous êtes très familier de nos programmes NAPS, NAMAS, etc., les NAPA, etc. Donc, le renforcement des systèmes d'alerte précoce, avec le GEF, nous avons un peu des fonds qui nous permettent aujourd'hui de renforcer... 2 minutes ? Oui. De renforcer un peu ces systèmes d'alerte précoce, donc notamment pour la mise en place d'informations climatiques. La réduction des risques et aussi le renforcement de la résilience. Donc, accès à l'énergie, on travaille éventuellement avec la Fondation Gates, que vous connaissez déjà, qui nous permet un peu d'appuyer un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest, donc sur les questions d'atténuation et d'accès à l'énergie. Donc je vais simplement mentionner un peu cette nouvelle initiative, puisqu'on n'a pas assez de temps. Cette nouvelle initiative que nous venons de lancer aujourd'hui, donc qui s'appelle Africa Adaptation Initiative, qui va permettre au PNUD d'appuyer un certain nombre de pays, pratiquement l'ensemble des pays africains, pour une meilleure mobilisation des ressources pour les questions d'adaptation. Donc on va travailler sur ça pour les années à venir, avant 2020, avant que l'accord de Paris n'entre en vigueur, pour s'assurer qu'on a éventuellement assez de ressources. Je vais simplement finir par le fonds vert. Vous savez, comme le coordonnateur résident l'a si bien dit, le PNUD est accrédité au fonds vert. Nous sommes en train déjà d'appuyer les pays dans les processus de readiness, mais aussi nous avons déjà appuyé des pays à soumettre des projets au sein du fonds vert, notamment le Malawi qui vient d'avoir un projet approuvé de 12 millions de dollars sur les questions d'adaptation. Donc nous comptons répliquer cela dans plusieurs pays en Afrique et je pense que la Côte d'Ivoire, le partenariat déjà qui existe entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le PNUD dans ce domaine ne fera que faciliter un peu cette collaboration. Donc, je voulais simplement finir par dire le fonds vert, c'est actuellement la plus grande fenêtre où on peut acquérir des ressources. Il faut rapidement commencer à faire des projets,
Il faut qu'on soit en mesure de faire des projets qui sont ambitieux déjà, et ça c'est très important. Je pense que ça ne sert plus à rien de faire des projets de 4-5 millions. C'est des projets qu'on peut faire avec des fonds JEF. Je pense qu'il faut être ambitieux, et c'est ce que nous disons à l'ensemble des pays. Il faut être ambitieux, faire des projets, de grands projets, et puis des projets qui sont bancables, et le PNUD est là pour vous appuyer à faire cela. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sur le même thème, je vais laisser la parole donc à Monsieur Mohamed Bakar, donc pour le Fonds pour l'environnement mondial. Il interviendra en anglais. Je ferai une petite traduction à la fin. C'est pas la peine d'aller courir chercher des écouteurs. You have the floor. Great, thank you very much. I apologize for having to speak in English, but I was told that I have 3 minutes. If you wanted me to speak in French, you would have given me more time. Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. On behalf of the CEO of the Global Environment Facility, Dr. Naoko Ishii, it's a pleasure for me to be a part of this important event. Our sincere appreciation to the Minister of Environment and Sustainable Development for inviting us to the event. Over the last 2 decades, we have been a very strong partner with the government of Côte d'Ivoire, together with our agencies, the World Bank, UNDP, UNIDO, UNEP, to address many of the environmental challenges that you've heard about in this presentation. So in this session, I don't have to go over them, but from biodiversity loss, land degradation, and certainly POPs and waste, chemicals and waste, and climate change. Nearly $25 million of JEF financing has been programmed, and leveraging an additional $75 million through efforts by the government and its partners. Our partnership in the climate change area has focused largely on energy efficiency, renewable energy, climate change adaptation, and technology transfer. But we have also helped to deal with capacity building and promotion of good practices as appropriate in order to help the government reach out to the communities and deliver these interventions in a constructive manner. During the current phase, one of the exciting developments is the government agreeing to be part of a new initiative that we launched together with 11 countries on sustainable cities. This new program will bring the city of Abidjan, the beautiful city of Abidjan, together with 22 other cities around the world to help us harness new tools and resources for planning and integration of urban development needs. This integrated approach essentially tackles transport infrastructure, energy, water and waste management, green space, which is very important for people as part of the sustainability and resilience agenda for cities that are under a growing pressure of urban population growth. This approach is very much in line with the low carbon development pathway that many of our countries are aspiring for. I'm from Sierra Leone, and certainly we look forward to these kind of approaches for the future of our cities. So we remain committed to working with the government in supporting these exciting developments that have been presented here by the ministers, and we welcome any prospects of collaborating looking forward. Thank you very much. Oui, alors je ne vais pas rajouter du temps pour la traduction. Très rapidement, donc le Fonds sur l'environnement mondial a 20 ans de coopération avec la Côte d'Ivoire derrière lui. Il y a eu 25 millions donc, de financement et qui ont eu un effet de levier avec 70 millions donc, pour d'autres financements, notamment locaux. Autour du mandat donc, du Fonds pour l'environnement mondial qui sont effectivement liés au transfert de technologies. Et il a cité en fin de propos une nouvelle initiative sur les villes durables avec une vingtaine de villes où donc, il y a des financements et de la coopération sur les questions de planification, des déchets, des espaces verts dans une logique de transition bas carbone. Voilà, je vais donc passer maintenant la parole, il faut que je retrouve les notes, au dernier thème. Donc c'est M. Bakary Magui Raga, excusez-moi. Donc je suis désolé d'avoir écorché votre nom. Donc de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et donc qui viendra nous donner le point de vue du secteur privé. Vous avez la parole. Ok, je vous remercie. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, créée en 1908, donc la doyenne des institutions nationales présentes ici, prendra ses 7 minutes comme il se doit. Institution consulaire nationale
délégation régionale assurant une représentation des régions de la Côte d'Ivoire. Ces missions sont la consultation, la représentation de ses membres, la formation, l'assistance et le conseil, la gestion et la création des services d'intérêt général et la gestion des services concédés par l'État. L'organisation de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire face aux défis climatiques, c'est la Commission de développement industriel, la Commission pour l'environnement et le cadre de vie. C'est aussi un département dédié aux questions de développement durable à la direction des études de l'information économique. C'est également un département d'appui aux entreprises qui prend en compte l'économie verte et la responsabilité sociétale dans sa direction d'appui aux entreprises et aux promoteurs du secteur. La participation des élus et des permanents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans 21 comités nationaux sur les questions d'environnement et de développement durable. Les actions pour répondre aux enjeux climatiques sont la promotion de l'économie verte et le lancement de la plateforme du rêve. Je cite le réseau Recherche, Rencontre pour l'économie verte et environnement, impulsé par son président, M. Djibo Nicolas, dans un groupe de travail réunissant le ministre en charge de l'environnement, le PNUD, la CGCI, l'UNEMAF et B-Développement. La promotion d'une étude nationale sur les enjeux du développement durable pour chaque secteur de l'économie nationale ivoirienne, qui a donné lieu à une publication dans Développement durable et émergence de l'Afrique. Grâce à l'engagement du ministre en charge de l'environnement et du soutien du PNUD. L'organisation régulière de rencontres de l'économie verte dédiée aux enjeux sectoriels du développement durable pour l'économie ivoirienne a fait l'écho de publications dans Développement durable et émergence de l'Afrique. Les actions en cours de réalisation sont que la Chambre de commerce et d'industrie poursuit ses actions de sensibilisation des acteurs du monde économique sur les questions d'environnement en Côte d'Ivoire et concourt à développer des actions d'appui à l'industrialisation des filières agricoles par l'usage de technologies propres. La recherche de financement de projets dans le domaine du développement durable, d'accompagner la mise en œuvre des projets d'amorçage du programme restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles financées par des partenaires au développement, d'organiser des sessions de promotion de l'entrepreneuriat dans les filières vertes au profit des jeunes et surtout des femmes, à développer l'outil d'aide à la prise de décision du système d'information environnementale côtier pour développer la zone côtière. En partenariat avec le cabinet Consult et Eneltis, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a déposé devant son école pratique une station d'énergie fonctionnant entièrement à l'énergie soleil et proposant des produits marchands à l'énergie solaire également. La mise en ligne courant 2016 de sa page de développement durable sur son site Internet. Elle réalise une étude sur les besoins de formation dans le secteur BTP et des industries de transformation. Son appui aux entreprises, c'est l'organisation d'ateliers sur la mise en œuvre des démarches de développement durable et de la responsabilité sociétale. L'organisation d'ateliers sur la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le soutien au programme URNEF, ligne de crédit dédiée de l'AFD pour financer la mise en œuvre de solutions énergétiques renouvelables par le secteur privé. Les perspectives de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec la création de son département développement durable, renforcera ses moyens de communication en rendant plus interactive la page de son site entièrement dédiée aux questions de développement durable et organisera en 2016 le premier salon africain aux besoins technologiques aux fins d'adaptation, d'atténuation et de financement
au changement climatique, renforcera sa commission de développement industriel et environnemental ainsi que touristique afin de sortir de cette COP toutes les avancées et les actions qui seront menées en faveur du secteur privé. Rassurez-vous, il me reste à peine 1 minute. Et qui concourent à l'adaptation, à l'atténuation et au financement face au changement climatique. La promotion de la stratégie bas carbone de la Côte d'Ivoire auprès du secteur privé, l'appui aux entreprises internationales souhaitant développer des solutions climatiques en Côte d'Ivoire, la poursuite des activités de sensibilisation et de consultation sectorielle pour encourager la diffusion des bonnes pratiques de l'économie verte et identifier des mesures incitatives en matière de développement durable tout en aidant à l'application de celles qui existent. Et enfin, la promotion d'une étude nationale dédiée aux enjeux de la résilience climatique et du développement durable au sein de chaque région. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie de votre indulgence. Je suis toujours à serrer les délais. Alors nous avons quelques minutes, mais beaucoup moins que prévu, pour échanger. On pourra prendre 3-4 questions. Donc qui souhaiterait intervenir pour faire une contribution ou une question brève? Ah, là-bas, je vois une main qui se lève au fond. Et madame. Et après monsieur, ben, j'en ai déjà pris 3. Vous avez les micros là? Oui. Ah, d'accord, vous le distribuez. Alors pardon, alors j'aurais pas dû distribuer. J'ai pas le micro. Allez-y. Bonjour. En fait, j'ai une question. J'ai vu qu'une partie de votre vision d'agriculture zéro déforestation était la sécurité foncière des populations. Et j'ai vu que la solution que vous avez proposée, c'était la délivrance des certificats fonciers. Mais comme vous le savez peut-être déjà, les certificats fonciers ne sont pas des droits de propriété permanents. Selon le loi sur le domaine foncier rural, s'ils ne sont pas convertis en titre de propriété permanent dans 3 ans, ils vont expirer. Et en plus, s'ils ne sont pas convertis en droit de propriété avant 2023, ils vont aussi expirer. Donc, je veux savoir, qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre cette situation? Est-ce que vous allez, par exemple, revoir la loi sur le domaine foncier rural de 1998? Merci. Oui, présentez-vous, madame. Je suis Julia Christian de l'ONG Fern. Très bien. Qui souhaite répondre à cette question précise? Oui, allez-y. Vous avez un micro? Ah, on prend plusieurs questions. OK, on prend plusieurs questions. Voilà. Donc, vous avez noté la question. Je vais vous demander de faire des questions brèves. Oui, allez-y, donnez le micro. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ah, voilà. Bonjour, je suis Louis Léon de Bobola Tsiba, directeur général de l'environnement et de la protection de la nature du Gabon. Avec sur un transparent. Je remercie le ministre ivoirien d'avoir invité son collègue du Gabon, que je représente ici, à participer à ce side event. La première question que j'avais a été plus ou moins posée, mais je vais simplement la synthétiser et avant de poser les 2 autres. Concrètement, j'aurais souhaité savoir comment est-ce que la population au service de laquelle nous travaillons ici est plus ou moins intégrée dans ce vaste projet d'agriculture zéro déforestation. La deuxième question s'adresse au président ou aux représentants des présidents des régions. C'est de savoir comment est-ce que le fonds des collectivités locales pour la lutte contre le changement climatique pourrait être approvisionné quand on sait que les principaux donateurs ont du mal à contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars pour soutenir effectivement les efforts de pays en développement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La dernière question, elle s'adresse donc aux représentants de la BAD, c'est de savoir toujours en ce qui concerne les financements, comment est-ce que la BAD entend contribuer à l'approvisionnement du fameux fonds qui a été créé par les collectivités locales. Je vous remercie. Merci. Autre question, allez-y. Il y avait plusieurs doigts qui s'étaient levés. Allez-y, relevez pour qu'on vous identifie. Il y avait une dame aussi au milieu, là, qu'il faut qu'elle relève les bras. Allez-y. Alors, je suis Néhémie Mboké, directeur général du think tank AIAS. Je ne vais pas poser de questions, c'est plutôt une contribution. Alors, monsieur le ministre et messieurs les chefs d'institution, alors j'aimerais apporter à votre connaissance 2 informations capitales.
Alors, en Côte d'Ivoire, existe un think tank, donc un laboratoire d'idées pour accompagner toute entreprise, toute institution dans tout ce qui est problématique de développement durable. Deuxième information, pour être bref, il existe un site internet dédié exclusivement au développement durable qui s'appelle greencountry.net, un site ivoirien mais d'utilité africaine, qui se met aussi à la disposition tant du ministère de l'Environnement, mais aussi de toute institution dans ses activités et qui pourrait nettement les relayer et apporter sa contribution. Je pense que c'est le moment de donner des solutions et les solutions, on en a maintenant. Merci. Merci beaucoup, monsieur. J'ai dit Néhémie Mboké, du directeur général du think tank AIAS. Il y avait une dame au milieu qui avait demandé aussi la parole. Là, voilà. Et puis je crois qu'on va être obligé de clore. Ok, vraiment merci beaucoup. Merci pour toutes les présentations. Je suis Madame Koné Solange. Je suis de la société civile. Je représente une ONG qui s'appelle ASAPSU. Et nous sommes ici parce que nous travaillons dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement aussi. Et je voudrais vraiment remercier tout ce qui s'est fait pour le pays. La seule préoccupation que j'ai, c'est que dans toutes les communications qui ont été faites, je n'ai pas vu la place de la population. Plusieurs communications ont fini par un problème de financement. C'est une très, très grande question. C'est une question importante. Cependant, nous parlons de changement climatique, c'est-à-dire changement de comportement. Si les communautés ne sont pas impliquées, si ceux qui peuvent faire en sorte que l'action climat soit, comment on appelle, ne devienne pas un souci, si ces personnes ne sont pas impliquées, vraiment, je pense que ça va être une difficulté. C'est pourquoi je pose la question aux collectivités locales. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la base pour que les communautés elles-mêmes soient acteurs de changement? Donc, c'est un peu ma question. Et terminer par dire que la société civile, Monsieur le ministre, est toute disposée à accompagner l'action que vous avez entrepris et que tous les ministères ont entrepris. De retour au pays, nous voudrons avoir une action plus proche des différents ministères afin que tous les acteurs au niveau du pays, comme quelqu'un l'a dit, soient vraiment impliqués pour que les changements induits se fassent avec nous tous. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais être obligé de clore malheureusement les interventions. Vous pourrez toujours échanger après. Et donc, laisser la parole au panel. Donc, peut-être sur la question précise sur l'agriculture, parce qu'elle est précise, elle peut apporter une réponse précise. Allez-y, je vous laisse la parole. C'est bon, ça marche. Ok, merci, monsieur le modérateur. Je vais commencer par la première question sur la politique foncière de la Côte d'Ivoire, et indiquer que la sécurisation foncière n'est pas une condition sine qua non pour dire que quelqu'un pratique de l'agriculture zéro déforestation. Quelqu'un fait de l'agriculture zéro déforestation une fois qu'il s'engage dans un processus de bonnes pratiques agricoles, dans des actions par exemple d'agroforesterie ou d'agroécologie, et cette agriculture n'est pas pratiquée sur une aire protégée, mais sur le domaine foncier rural. C'est la précision qu'il faut apporter. C'est une agriculture qui est pratiquée sur le domaine foncier rural. Maintenant, en ce qui concerne peut-être le fondement même de la question, qu'est-ce qui est fait? Il faut un peu rappeler le contexte de la prise de la loi 98. Nous nous souvenons tous que tout juste après 98, la Côte d'Ivoire a commencé à connaître quelques remous. Ce qui a fait que nous n'avons pas vraiment eu le temps de pouvoir mettre en œuvre la loi de 98. C'est la raison pour laquelle, en 2013, l'État a prorogé le délai d'obtention du certificat foncier de 10 ans. Donc, les populations ont encore 10 ans pour pouvoir avoir leur certificat foncier. Et encore, il y a encore des projets qui sont mis en œuvre pour les accompagner afin qu'ils puissent obtenir leurs documents. Sur la seconde question, quelle est l'implication des populations dans le concept d'agriculture zéro déforestation? La version qui vous a été distribuée, je ne sais plus c'est laquelle, mais nous avons eu à discuter longuement avec les populations, aussi bien les paysans, les chefs
traditionnels et autres. Et à la télé de validation qui a eu lieu même à la veille de cette COP, tout cela était représenté aussi bien que les collectivités régionales et autres. Donc, c'est une concertation qui a donné ce fruit-là. Et je l'ai dit dans ma présentation, il y a déjà des filières qui sont engagées, telles que la filière café-cacao, la filière palmier à huile, la filière EVA, et j'ai indiqué que nous étions en discussion avec les acteurs de la filière du vivrier. Donc, ce n'est pas une politique que nous imposons, mais nous allons dans le dialogue avec les concernés. Merci. Très bien, je vous remercie. Et donc, sur la question du fonds collectivité locale et la position de la BAD, qui prend le micro. Merci. Bon, en ce qui concerne la mise en place de fonds, on a parlé de fonds climat et territoire d'Afrique. On a dit que ce fonds doit être doté de 1%, un budget de 1% apporté par les collectivités. Par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il a envisagé un budget de 1 800 000 par exemple, euros. 1 800 000 euros, dont 1 500 000 apportés par les régions et districts. Ça, c'est des projections, c'est un budget qui a été fait. Voilà ce que je peux dire sur ce point précis. Très bien, je vous remercie. Quelqu'un souhaite encore la parole? Sinon, je vais donner la parole à Monsieur le ministre pour la conclusion. Il y a encore... À la BAD, pardon, oui, pardon, excusez-moi. Non? Vous ne souhaitez pas la parole? Et pas intervenu, oui. Donc, effectivement... Ce qu'on attend, les populations. Mais vous savez comment les collectivités fonctionnent, hein? C'est une méthode participative. Les collectivités en tant que telles ne font rien sans la participation des populations à travers les sessions du Conseil. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de planification locale. Cette planification ne se fera pas en dehors des populations. Donc, c'est avec les populations qu'on décidera des différentes mesures à mettre en œuvre. Donc, les populations ont leur place. Très bien. Écoutez, Monsieur le ministre, je vous laisse la parole pour conclure. Merci. Je voudrais d'abord remercier tous les participants à ce panel, tous les intervenants et toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre en fait du donner et du recevoir possible. Juste pour dire que par rapport à la question de la place des populations, la vision en termes de développement durable de la Côte d'Ivoire, c'est l'ancrage. L'ancrage du développement durable dans le corps social, de telle sorte que chacun, chacune, soit un acteur qui contribue à l'équilibre entre la préservation de l'environnement, le développement économique et l'équité sociale. Et lorsque vous prenez la loi sur le développement durable de la Côte d'Ivoire, cette loi définit les acteurs du développement durable. Et là encore, la société civile a une place importante parmi ces acteurs. Et cette loi également détermine les obligations de chacun des acteurs. Ceci pour vous dire que nous travaillons pour la population et avec la population. Et ça, bien entendu, c'est absolument essentiel parce que lorsqu'il y a l'adhésion de la population, alors tous les changements possibles sont envisageables. Parce que, en fait, le développement durable, c'est non seulement un changement de pratique, mais c'est pratiquement un changement de civilisation. Ce sont des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de produire. Donc, il faut absolument qu'il y ait une adhésion de la population. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, cela a été intégré et c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, le but de l'opération était d'exposer à la face du public ce que la Côte d'Ivoire entend faire de manière sectorielle en termes de développement durable. Et je crois que l'énergie, l'agriculture, le secteur privé, mais également aussi ceux qui nous accompagnent, les partenaires au développement, ont dit quelle était leur vision de la chose, mais quelle était leur contribution par rapport à cette atteinte de cet objectif. Nous sommes là pour faire en sorte que les changements climatiques cessent d'être une menace pour le monde entier. Eh bien, nous voulons tout simplement dire que nous, pays africains, même si nous ne contribuons pas de manière essentielle à la production de gaz à effet de serre, nous sommes disposés à prendre notre part de l'effort. Mais il faut également que les pays qui sont développés permettent à ces pays en voie de développement de pouvoir faire des activités d'adaptation pour leur permettre de faire face à ces effets néfastes des changements climatiques. Et je pense que cette COP21
nous avons beaucoup d'espoir parce que quand même, on a entendu des paroles fortes à l'ouverture de cette COP21. Lorsqu'on dit qu'il s'agit tout simplement de l'avenir de la vie, ce sont des paroles fortes. Lorsque l'on dit que jamais dans l'histoire de l'humanité, le sort de l'humanité n'a dépendu d'un si petit nombre de personnes, c'est-à-dire vous et moi, nous tous qui sommes ici, je pense que la conscience que les changements climatiques sont un véritable danger pour l'avenir de la planète, ça aujourd'hui, c'est indubitable, c'est quelque chose qui est intégré et je pense que c'est un grand bond en avant parce qu'il n'y a pas longtemps, on moquait les écolos purs et durs. Merci encore une fois pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous, mais cette fois-ci à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Oui, allô, il y a des livres qui sont disponibles. Je demande aux panélistes de rester un instant. Ils vont recevoir